Passion FM, vous écoutez Bulle d'air, une émission pour vous et avec vous. Puis en première heure d'émission, eh bien, on a un petit peu inversé nos horaires, car il vient quand même De très, très loin. non, du Cameroun, non de Singapour, non, c'est pas vrai. C'est un ami de longue date, notre ami Claude Rappé. Claude, bonsoir. Bonsoir. On commence par les vieux, si je comprends bien. Oui, voilà, oui, tu vois. Oui. Non, c'est toujours très flatteur. Hein, oui. C'est mieux parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils seront à 20h. Voilà, c'est ça. Que serais-je à 20h? Oh, dites donc, joli. Excellent. Voilà un titre d'émission, que serais-je à 20h ou qui serais-je à 20h. Voilà peut-être un truc à lancer. Bienvenue en tout cas dans l'émission Bulle d'air. Merci d'avoir accepté l'invitation pour commencer excellente année 2022 parce que on l'espère bien sûr la meilleure possible avec tout ce qui se passe et on espère vraiment, cher ami, que le culturel va enfin avoir le droit auquel il a droit, on va dire ça comme ça, car on sait tous, toi comme moi, qu'on rame pas mal et on espère vraiment que tout va redémarrer de belle manière, ainsi que les salons du livre, ainsi que plein de choses en tout cas. Ça fait quand même de toute façon 2 ans qu'on n'en a plus de salon du livre. Mais oui, voilà. Ouais. Parlez bien dans votre bigorneau si vous voulez bien, jeune homme. Voilà. Je peux l'approcher un peu. Oui, approchez-le un peu. Voilà. Oui. Non, mais il peut. Voilà, ça va comme ça. Oui, ça va. C'est parfait. Parfait. Nickel. D'accord, c'est parfait. Ne criez pas non plus. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un grand plaisir que de te recevoir dans l'émission Bulle d'air. On va bien sûr parler bouquin, mais avant toute chose, est-ce qu'on ne ferait pas en quelques mots? C'est vrai qu'en quelques mots, ça va être peut-être un peu compliqué parce que tu as quand même une grande carrière derrière toi et une grande carrière de J'ai peur. Oui, c'est cela. Oui, j'ai regroupé les informations. Je me suis dit, mon Dieu, je suis à 15 Quand on dit que j'ai une grande, j'ai toujours peur. Non, mais je vous en prie, à cette heure-ci. Très vite enchaîner et dire ce que j'ai de grand. Oui, voilà, mais n'allons pas sur des sujets sur lesquels... J'ai des grands pieds. Oui, bah, écoutez, personne n'est parfait, mon ami, que voulez-vous? Écoutez, nobody's perfect, vous chaussez combien? Ça ne me regarde pas. Voilà. Pour en mettre combien? Oh, pas, ça dépend des jours. Voilà, donc ceci étant dit, écoute, on va peut-être faire un petit tour d'horizon de qui tu es, te représenter en quelques mots avec une carrière à la télé importante également, puis alors, à un moment donné, hop, le tournant fut pris pour devenir écrivain depuis quelques années. Donc voilà, en quelques mots, si on devait un petit peu définir Claude Rappé, qui est-il en quelques mots? Ouf, la bonne question. C'est pas vrai, tu vas pas me le faire ça. Alors c'est pas possible. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pas possible ça. Il y a déjà quelques années. C'est pas moi qui ai inventé la télévision. C'est vrai, oui. Elle existait et elle était en couleur quand je suis arrivé. Tout à fait. Il faut pas être médisant. Non, mais c'est pas le style de la maison. Mais c'est vrai que j'arrêtais mon cheval et pardon, ma voiture. C'est vrai. En tant que cow-boy, sacré John Wayne, va. Voilà, Ouais. donc en tout cas, tu étais producteur, animateur à Télé Luxembourg, RTL TV, AB3 jusqu'en 96. Ouais. Et puis alors, tournant fut pris de manière à un petit peu laisser tout ça de côté. Je peux le dire, j'ai commencé en 82. Voilà, 82. En fait, j'ai commencé le 12 septembre, c'était le jour où Jean-Pierre Foucault démarrait à la télévision, parce qu'il était à la radio à RMC, et Jean-Pierre Foucault démarrait une émission qui s'appelait, avec tous les petits visages, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, le francophonisime. Non, c'était avant ça. Non, ça, c'était encore avant ça. C'était belge, ça. Voilà. Enfin bref, on a commencé ensemble. Ah oui, ok, voilà. Et on est dans le même état maintenant. Non, j'aime beaucoup le constat qu'on a commencé en telle année. Et puis le virage fut pris en 96 et à ce moment-là, tu as commencé vraiment à te diriger vers ce pourquoi tu es fait réellement, l'écriture. Non, c'est très curieux parce qu'en 96, j'étais tellement en crise. Ça ne se passait pas bien avec les patrons d'RTL. J'étais le premier sur la liste de la chasse aux sorcières, puisqu'il faut savoir que Philippe Soreille, Frédéric Ries, Anouchka Sikorski, tous ont été virés, en tout cas remerciés. Moi, j'étais le premier sur la liste et je me suis retrouvé. Donc, quand on dit 96, c'était pratiquement 97 parce que ça s'est passé au mois de janvier en fait. Je suis parti. Là, j'ai découvert l'amour, comme on dit. Donc, je me suis pas tout de suite, mais je me suis marié avec une comédienne qui était assez bien connue en France, Natacha Hamal. Et je suis parti faire de la télé avec elle, à part que elle faisait évidemment de la série, elle était comédienne, elle faisait du théâtre, etc. Mais c'est vrai que j'ai été replongé dans l'univers de TF1 à ce moment-là. Ah oui, ok, voilà. Oui. Mais j'étais pas crucial, j'étais pas important, j'étais pas producteur à ce moment-là. J'étais plutôt, on va dire, le garde-fou.
Oui, c'est un peu ça, comment que tu te perçais de cette manière-là à l'époque, oui, ou la garde folle, alors. La garde folle. Elle va pas aimer si elle entend ça. Non, mais voilà. on l'embrasse, c'est comme ça, hop, c'est fait. Enfin, toi, oui, moi, je peux pas l'embrasser. Non, c'est vrai, moi, je peux me permettre. Moi, j'ai divorcé. Oui, non, moi, je peux me permettre. Donc, voilà, j'embrasse de loin. Ça suffit, les baisers, c'est bon. Mais écoutez, on l'embrasse de loin, on l'embrasse quand même, parce que malgré tout, hein, bon, voilà. Mais alors, l'évolution, effectivement, de la télé aujourd'hui, on parlait, c'est marrant, on parlait un peu hors antenne de télévision également, ça a quand même drôlement changé. Enfin, quand tu regardes un petit peu les émissions, est-ce que tu as vraiment un avis extrêmement critique ou est-ce que tu te laisses absorber un petit peu par ce qu'on voit, ce qu'on entend? Comment ça se passe? Non, mais en fait, il y a beaucoup de potes aussi qui continuent à travailler. Aussi, oui. C'est des gens que j'ai connus en dehors du succès actuel, de certains qui n'avaient pas du tout de succès, qui ramaient, qui vraiment, qu'est-ce que j'ai vu passer chez moi, enfin, chez moi, dans notre petit appartement à Paris, des gens qui sont maintenant des véritables stars comme Hanouna, comme des gens comme Lelouch, comme Philippe Lelouch, des gens comme ça. C'est étonnant de voir effectivement que certains ont réussi, puis d'autres ont perdu leur aura. C'est un métier qui est finalement assez cruel. C'est Georges Lang qui m'a dit un jour que la télévision, c'était un broyeur d'illusions. C'est vrai, oui. Et ça peut l'être. Mais bon, enfin, quand on voit la carrière qu'il a fait, lui, c'est magnifique. Oui, voilà. Mais on a essayé de le broyer quelquefois. Ah aussi, oui, ok. Quelques années de carrière ou de vol, comme on dit, effectivement. Puis, alors oui, je me suis consacré effectivement à une femme magnifique qui avait un talent fou et qui a réussi très bien. Bon, je ne veux parler que de Femme de loi, qui a été quand même un très gros succès, mais il y a eu beaucoup de choses. Elle a travaillé beaucoup avec Hossein, avec des gens comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, tiens, c'est un autre univers. En Belgique, on est petit, alors on fréquentait des gens très, très célèbres aussi, mais plutôt local, de manière locale. Et là, subitement, on se retrouve à manger à la table d'Alain Delon, quoi. Ah oui, c'est pas mal. C'est un peu différent. Ouais. Mais j'ai vu une interview également où tu disais que tu avais fait une interview de James Brown également. Oui, alors ça, c'était impressionnant. C'est très audacieux. Parce qu'en fait, j'étais avec un journaliste de la Libre Belgique au MIP TV, je ne sais plus quelle année, mais c'était avant que je sois à la télé. Et il avait demandé une interview, ça avait été refusé. Et moi, j'ai simplement, sachant ça, j'ai préparé mes questions parce que j'avais un anglais scolaire. Donc j'ai préparé mes questions sur un petit bout de papier, j'ai frappé à la porte et j'ai dit, je suis venu pour l'interview. Quelle interview? Celle que vous m'avez accordée. Et il m'a dit, ah bon? Alors asseyez-vous. Et il n'a même pas réfléchi et j'ai passé 20 minutes à interviewer James Brown sans rien comprendre de ce qu'il me disait. Ah, d'accord, okay. Parce que mes questions étaient en anglais, mais évidemment très avec l'accent français, quoi. Et je ne comprenais pas, mais je me dis, c'est pas grave, j'avais un enregistreur. Quand je rentrerai, j'aurai un copain qui va traduire. Ah oui. Voilà. Okay. Et c'est passé dans le journal, évidemment. Ah oui, ok. Au niveau des réponses, ça convenait, il n'y avait pas non, mais ça va, je comprenais un peu. Je ne me fais pas non plus me faire passer pour un imbécile. Oui, mais c'est vrai que j'étais pas très doué pour parler en anglais. Ah oui. Mais j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps une interview, évidemment c'est une caméra cachée de Raphaël Mesrahi qui interviewait James Brown, genre c'est pas mal non plus. Ah ouais? Oui, quand même. Parce qu'il a fait quelques interviews de Gérard Jugnot, Patrick Hernandez et compagnie, dont James Brown, voilà. Donc, genre, mais James Brown c'était quelque chose. Hein. Mais j'imagine bien que ça doit être une carrure. Un tempérament, puis en plus il sortait de scène. Il venait de faire un show. Alors quand on dit un show, lui c'était vraiment un show. Il sortait en sueur, il était dans un état. D'ailleurs, il buvait, il prenait des trucs, je sais pas. Bon bref, et c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Ça reste des souvenirs mémorables. Réellement, tu as comme ça des flashs d'interviews et de moments assez extraordinaires. Ouais, Bette Midler aussi. Ah oui, quand même, Bette Midler, oui. Ouais, qui m'a appelé Fuck You Journalist. Ah oui, ok. C'était bon, c'est un bon souvenir. Oui, je ne traduis pas pour. Non, j'entends bien, c'est un peu tôt. Mais donc, et puis qui finalement a quand même répondu à mes questions. Non, il y en a pas mal mais ce sont les plus célèbres, ça, que je cite. Mais oui, tout à fait. Et puis toutes les émissions télé que tu as animées, dont la bande Agrobo, dont pas mal d'émissions. RTL, il y a eu pas mal de Français. Il y a eu Johnny Hallyday. Il y a un ami qui vient de remettre. Enfin, Anouchka, je crois, l'a fait. D'ailleurs, elle a mis sur Facebook des interviews qu'on avait faites avec Goldman. C'est vrai qu'avoir Goldman assis à côté de soi dans une émission, à l'époque, ça paraissait tout à fait normal parce qu'il avait fait 2 titres
Mais maintenant, c'est une telle entité, c'est une telle Mais célébrité. oui, qui vient de fêter ses 70 ans. Et d'ailleurs, il y a des hommages qui se font Mais il n'a pas changé. C'est toujours on fait des hommages de Michael Jones et compagnie. Donc voilà. Notre ami Claude Rappel, on a fait un petit tour, je vais dire assez rapide. Il est vrai, car si on devait parler de la carrière télévisuelle et de toutes les émissions mises en place, c'est vrai qu'on en a quand même pour quelques menus heures, les rencontres, les belles interviews, les bons moments. James Brown, quand même assez extraordinaire. Donc sortant de scène, dites donc. Mais c'est Rocky Balboa quasiment, quoi. Dites donc. J'étais très impressionné aussi, parce que ça l'amusait, ça lui plaisait beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Vraiment un homme de scène, et puis alors, naturellement, j'imagine que c'est le gars tout à fait, il n'y a pas on n'enrobe pas l'interview, il arrive, on démarre l'interview, et puis c'est parti, c'est pas... Voilà. De toute façon, il m'a dit, assieds-toi 5 minutes, quoi. Parce que c'est à l'américaine aussi, c'est pas des gens qui vont vous donner 2 heures d'interview. Si vous commencez à parler, non... Vous posez une question, il répond. Ah oui, voilà. Ouais. Mais il faut aussi poser des questions quand même. Hein. Même les questions, je les avais bien préparées, cela dit. Ah oui. Ça ne doit pas être évident, je veux dire, en tant qu'animateur, journaliste ou quoi, de faire face à ce genre de personnalité. J'étais bébé animateur, j'étais bébé journaliste. Mais justement, c'est quand même... Dans les années 80, donc j'étais vraiment même pas... Oui, c'était à 80, c'est ça. Mais oui, mais n'était-ce pas un peu l'époque également des fameux Rocky, etc. On n'est pas à peu près pas dans les mêmes années où il n'avait pas fait également un Rocky qui repasse pour le moment, en tout cas tous les épisodes repassent pour la énième fois, mais il avait fait une prestation dans un des Rocky, il avait fait son show avec Apollo Creed, je crois, un truc comme ça, quand même, donc ça doit être impressionnant, il y a quand même comme ça des pointures. RTL, j'avais rencontré Ray Charles aussi, ça c'était très impressionnant parce qu'en fait, il m'avait demandé à un moment donné de jouer au piano avec lui, mais le réalisateur, Jacques Chantala, avait pris l'image en face du piano, c'est-à-dire pas du tout sur le côté clavier, parce que je connais un petit peu la musique, mais pas au point de jouer, et surtout pas avec Richard. Et en fait, il m'avait demandé de faire 2 accords et lui, je jouais avec lui. Ah oui, voilà. Alors, quand on voit l'image, maintenant, on se dit, tiens, Claude Rappé a joué avec oui, Richard. donc tu es pianiste également. Oui, mais ça, c'était vraiment une tricherie, et ça l'amusait comme un fou, d'ailleurs. Il était content. Et comment aborde-t-on justement Ray Charles, là, il est venu l'handicap, ce genre de choses piano, parce que, oui, mais je veux dire par rapport à l'handicap de Ray Charles, le mec, il est naturel, c'est... Moi, j'ai dit à tous ceux qui sont malvoyants, ils m'ont toujours fait rire parce qu'ils ont toujours eu des expressions comme ça. Gilbert Montagnier, il a tout le temps dit oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. J'adore moi des choses comme ça parce que c'est de l'autodérision par rapport à leur handicap et voilà. Et au niveau musical, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui. Donc tu joues du piano également. Donc la prochaine fois, nous t'inviterons. Bientôt. Uniquement avec Ray Charles et comme il n'est plus là. Oui, c'est ça. Uniquement. Et comme on n'a pas su l'avoir en interview aujourd'hui, c'est dommage. C'est bête quand même. On aurait dû peut-être. Oui. Donc un jour, on aura peut-être l'ami Claude avec son premier EP en tant que pianiste, pas que. Moi, j'ai vu un joli pianiste à la télévision. J'aime autant dire qu'il remplit les salles, mais ce n'est pas Klederman, mais c'est pas mal quand même. Donc voilà, parce qu'on a eu à une époque Richard Klederman, genre pas mal, mais on est dans une catégorie encore au-dessus. Donc, comme quoi, le piano seul remplit encore les salles. On ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à la trompette. Hein. Ah oui, ça aussi, oui. Bon. Voilà, bien ceci étant dit... Sur mon profil Facebook, aujourd'hui, je joue de la trompette avec Georges Lang et pour une chanson qui est interprétée... Enfin, c'est un playback. Il y a Philippe Soreille aussi, je crois. On fait les sauts avec Oscar, qui a animé aussi une émission Oulala avec. Ah oui, ok. Et Marilyn qui chante. D'accord. C'est passé aujourd'hui, là. D'accord. C'est vieux, hein? Oui, c'est marrant qu'il y a pas mal de vidéos qui ressortent pour le moment. Il y a une vidéo de la bande Agrobo qui est ressortie aussi, mon Dieu. Dites donc, vous aviez quel âge? 18 ans? Vidéo de la bande. Non, il y a une photo, oui, tout à fait. Ça ressort doucement. Il y a des trucs comme ça qui reviennent, oui. Vigilance impose. L'ami Franck vient de nous quitter. Hein, tout à fait, mais oui, exactement. Donc, et Marcel continue à tourner. Donc, voilà, c'est pas évident, mais voilà, on l'embrasse bien sûr et on salue. On l'a reçu plusieurs fois ici en studio. C'était toujours un plaisir d'ailleurs avec Franck et Marcel de les recevoir. Un personnage hors du commun et que voilà. Disparu bien trop vite également, comme d'autres également. Donc voilà, parlons, jeune homme, littérature également, car vous êtes ici quand même pour parler bouquins. Donc à un moment donné, on disait en tout début d'interview que le virage se prit et que vous naquîtes écrivain, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par le théâtre parce que j'avais envie quand même d'être très
présent physiquement. Et puis, bon, le théâtre, c'était très compliqué, surtout en Belgique, hein, parce que à l'époque, je fais partie de ce qu'on appelait le jeune théâtre. Alors, on avait des aides, des subventions, des C'est choses vrai, comme ça. mais encore maintenant. Hein. Oui, mais pas suffisamment que pour pouvoir nous sommes d'accord, en vivre. Hein, donc non. Et puis, oui, il y a eu l'expérience. Je suis parti en France après RTL. Parce qu'on m'avait carrément dit, à l'époque, il n'y avait pas les mercatos comme il y a maintenant, on passait d'une télé à l'autre, etc. Il était hors des questions, par exemple, de quitter RTL et de passer à l'RTBF. Oui, maintenant les transferts se font assez facilement. Ça ne se faisait pas du tout. Non, maintenant ça se fait aisément d'ailleurs. Tant mieux. Ah bah, oui. Mais donc on m'avait dit, en Belgique, ta carrière, elle est pourrie, elle est finie. Donc, c'est sympathique. Alors bon, c'est gentil. comme j'avais rencontré Natacha et qu'elle voulait aller vivre en France, qu'elle vivait déjà en France, on est reparti. Sympathique quand même d'avoir eu autant d'années de métier, puis de dire, écoute, t'es brûlé, c'est terminé, voilà, on jette un peu les gens, voilà. Mais je veux dire, en tant qu'animateur, il y a des gens... il faut quand même le prendre, un jour, sur soi, quoi. On m'a présenté à un monsieur qui était à l'époque administrateur de la RTBF, c'était le comte de Launois qui m'avait présenté, et quand il m'a regardé comme ça, il a dit l'homme à abattre, en me regardant, parce que j'avais des émissions culturelles sur RTL, c'était la première fois qu'on faisait ça, donc j'étais un homme à abattre et j'étais pas un homme à sympathique. Mais il y en a un autre qui, en revanche, m'a proposé d'aller travailler à la RTBF, mais ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Voilà. Tu serais, à l'heure actuelle, tu as fait... J'aurais mieux fait. Je ne dis pas ça, mais est-ce que si l'occasion s'était présentée, tu aurais été à la RTBF et tu aurais terminé carrière là-bas, carrément? Ça correspondait plus à mon tempérament. Parce que culturel, plus engagé? Oui, j'aurais pu faire des choses culturelles, et même branchées culturelles, hein, parce que c'est pas... Bon, quand j'ai fait Entracte, c'était plutôt branché. Oui. On était quand même sur des musiques contemporaines, etc. On mélangeait tout. Oui, non, ça, je pense que j'aurais... j'y serais encore, enfin peut-être plus maintenant avec l'âge, mais j'aurais fait une belle carrière. Tu serais peut-être producteur ou dans la direction ou dans la gestion. Oui, non, je ne sais pas, peu importe. Je ne suis pas quelqu'un qui dirige, non. Tu es carriériste? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Sinon, je ne serais pas là. Bah, écoute. Non, j'ai eu beaucoup d'occasions. D'opportunités. Je ne les ai pas prises. Non, je pas. Travailler en France, non? J'ai failli aussi. Même pour TF1, ça a été très loin même. Ah oui, ok. Un projet, bien avant que je rencontre Natacha. Ah oui, ok. Oui. Et par rapport à ces opportunités qu'on n'a peut-être pas pris, ou voilà, est-ce que la carrière d'écrivain a démarré et bien démarré, mais je veux dire, est-ce que parfois il y a des nostalgies ou une forme un petit peu de nostalgie, pas si j'avais su, hein, c'est pas dans le cadre de si j'avais su, si j'avais été plus malin, c'est pas une remise en question. C'est l'histoire du pêcheur qui part le matin avec sa canne et qui a tout ce qu'il faut pour pêcher la truite, mais qui va pas au bon endroit. C'est un peu ça que j'ai le sentiment, parce que déjà je suis pas né anglophone, donc... Non, mais ça, bon... Oui, mais ça c'est un regret, parce que vu ce que j'écris maintenant, je trouve que le seul moyen de... Puisque j'ai une écriture très cinéma, très thriller, etc., tu connais les autres livres. Oui. Bon, c'est dommage que je n'ai pas... que j'ai pas écrit en anglais et que je vais travailler aux États-Unis. Oui, bien sûr. Voilà, là, mais on se le dit aujourd'hui, hein, mais ça c'est le premier regret. Oui, le deuxième regret. Est-ce qu'à l'époque c'était jouable dans l'éducation que tu as reçue dans la famille, tu avais? Est-ce que c'était devenir anglophone quand on est né francophone, c'est pas possible. Est-ce que c'était faisable à ta période? Non, c'est pas possible. Enfin, vu l'éducation, la famille. Pas possible. Mais reprendre les cours d'anglais, si, c'est jouable. Non plus. Pour écrire en anglais, il faut être né là-bas. Ah oui, alors y avoir passé 50 ans, ce qui revient au même. Mais au niveau humanité, il n'y avait pas à l'époque des cours d'anglais, néerlandais, des choses comme ça? Non, mais j'ai suivi les cours d'anglais. Ah oui, ok. Mais il aurait fallu carrément naître dans le pays, ou alors du moins être écrire en anglais. Passer des séjours là-bas. Ouais. Là, je suis en train d'écrire un livre sur la vie de Shakespeare, par exemple, parce que je suis passionné par le personnage. C'est un pavé. Mais c'est terrible pour moi de voir... Parce que je dois le lire en anglais, évidemment, et c'est même pas en anglais, parce qu'il y a de l'élisabéthain, beaucoup, alors bon, c'est très compliqué. Non, ça c'est le premier regret. Le deuxième regret, par rapport à la France, c'est que, en fait, j'ai pas mal d'origine française dans ma famille. Je suis devenu belge par accident, en fait, le signe, c'est quoi l'oiseau qui dépose le petit enfant? C'est une hirondelle. La cigogne. La cigogne, voilà. Ah oui, la cigogne. La cigogne a lâché le bébé au milieu de la Belgique, et bien voilà, je suis belge, et je suis très content d'être belge d'ailleurs, parce que franchement... mais au niveau de la réussite, je veux dire pas sociale, mais la réussite artistique et culturelle, c'est-à-dire celle qui permet de manger, de payer son loyer, de ne pas devoir dépendre d'autre chose,
c'est mieux effectivement de démarrer à Paris que de démarrer à Bruxelles ou à Namur. Ou à C'est Namur, évident. Oui. Même si la Belgique offre quand même des opportunités, c'est quand même mieux. On est quoi? On est un pays un peu trop étriqué? Non, parce qu'à ce moment-là, on me dira, c'est parce que tu n'as pas assez de talent, mon vieux. Regarde ce qu'a fait Brel, regarde ce que fait Stromae, regarde ce que fait Virginie Efira, regarde ce qu'a fait Morane. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont réussi à forcer les portes, et pas d'ailleurs en les forçant, en y allant tout simplement. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué dans la littérature, ça c'est vrai. Ah oui. Mais tu as également toute cette formation qui te permet quand même de pouvoir écrire tous les livres que tu as écrits. Parce que si on veut passer en revue quand même les bouquins écrits, il y a eu des romans historiques, il y a des essais. Donc tu as été co-auteur de de récits. Tu as été également critique de films dans un périodique belge, également Contre-champ au début. Bon voilà, je veux dire que on n'est pas auteur par hasard non plus. Non, c'est sûr, mais j'ai toujours bien... Enfin, c'est peut-être aussi un défaut, c'est que j'aime bien faire des choses différentes, goûter un petit peu à... Alors c'est vrai qu'avoir goûté au théâtre, d'avoir goûté au cinéma, d'avoir goûté au scénario, d'avoir goûté à la chanson, parce que j'écris des chansons à un moment donné. Enfin, voilà, c'était très agréable, mais ça mène nulle part, parce que si on se spécialise pas... Oui, bien sûr. Oui. Si tu t'installes dans un village, que tu dis « je suis le boulanger », et puis la semaine suivante tu dis « maintenant je suis le boucher, maintenant finalement je suis le poissonnier, maintenant je suis le charpentier », à ce moment donné, on ne prend plus au sérieux, quoi. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un peu trop de trucs. Heureusement que RTL m'a canalisé. C'est quoi? C'est une soif d'apprendre, une soif de partager, ou de découvrir simplement? J'ai qu'à regarder le mot qu'il y a là derrière toi, c'est passion. Je suis passionné par la vie et par tout ce qui est justement d'ordre artistique. Et donc j'ai essayé un petit peu de tout. Parfois aussi j'ai essayé parce que ça ne marchait pas dans un domaine. J'essayais dans un autre. Mais regarde, par exemple, la première fois que j'ai commencé à écrire des articles, c'était dans le journal Tintin. Il y avait des articles de fond. Je faisais notamment la rubrique Tintin répond. Donc je répondais aux enfants. Tout ça était évidemment très calculé parce que si on ne pourrait pas répondre à tout le monde, etc. Mais un beau jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des scénarios de BD. Parce que je voyais des gens qui passaient, qui arrivaient avec leurs scénarios, avec les dessinateurs qui venaient montrer leurs planches et tout. Et puis je l'ai fait, voilà. Ça n'a pas spécialement marché. Mais en fait, tu l'as refait, quoi. Mais je l'ai fait. Et ce serait un peu dommage, à un moment donné, de terminer sa vie et de dire si j'avais su, j'avais l'opportunité de faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. Après, il y a eu des plaisirs. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a maintenant une dizaine d'années, Jean-Claude Servet est venu me demander de faire la partie historique de sa BD sur Godefroy de Bouillon. Donc voilà. Donc il y a des returns, il y a des retours, c'est bien. Mais être passionné, c'est une grande qualité, ça peut être aussi parfois des frustrations. Non, parce que je suis... Tu arrives à rebondir. Pas carriériste, je suis pas jaloux. J'ai jamais été jaloux de ceux qui ont réussi mieux que moi dans certains domaines. J'ai plein de potes qui réussissent dans la littérature. Par exemple, Bernard Werber, c'est un ami. Je suis très content pour lui. Ce qui se passe, c'est magnifique. Maintenant, bientôt, il va vendre 1 milliard de bouquins parce qu'il vend aux Chinois maintenant. Alors, ah oui, ok. Mais quand il va là-bas, c'est des stades entiers qui viennent l'applaudir. Et je trouve ça comique parce que c'est très rare qu'un auteur de bouquins se retrouve dans un stade avec, je sais pas, 50 000 petites Chinoises qui l'applaudissent comme si c'était un chanteur de rock. Mais tu parles de gens qui ont réussi. T'estimes, toi, quelqu'un qui, dans tout le déroulement de tout ce que tu as mis en place, a réussi? Moi, personnellement? Oui, toi. Moi, j'estime... Oui. Enfin, là, par exemple... Je vais te répondre autrement parce que la question est perverse, alors je vais répondre avec perversité aussi. N'est-ce pas, André? Oh, je vous en prie. Non, c'est qu'en fait, là maintenant, mon souci, ce n'était pas le cas avec le livre dont on va parler sans doute un petit peu, mon souci, c'est d'écrire le mieux possible. C'est-à-dire d'atteindre une espèce de, pas dire perfection, parce que ça, personne ne l'aura jamais, mais un niveau que je n'aurais jamais pu penser à atteindre un jour. Et donc, pour ça, je travaille beaucoup. Et toujours travailler plus et remettre vraiment sur
sur la table. Tu es un bûcheur. l'ouvrage. Et ça, j'adore. Tu es un bûcheur, c'est peut-être ça la clé de la réussite. C'est ça la passion. La passion. Voilà, parfois mes petits jingles ont un peu du mal à démarrer. Est-ce déjà l'annonce du printemps? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien, ceci étant dit, on va bien sûr avec notre ami Claude Rappé parler du dernier bouquin sorti, L'Écolière. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, n'est-ce pas? Une bio, j'ai même mis plein de signets, j'ai plein de notes. J'aurais jamais le temps de tout demander. Donc voilà, il faudra revenir. Je nomme voilà L'Écolière. La bio de notre ami Claude Rappé. Si on voulait le résumer, il y a quand même des choses troublantes, des choses intéressantes, des rencontres, des moments chaleureux, des moments, enfin voilà, c'est vraiment un chouette. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, des moments également tristounets où voilà, c'est vraiment, je veux dire, l'état d'âme d'une personne. J'ai un peu envie de dire ça en tout cas. Moi, cette personne-là, j'en avais plus aucune nouvelle, puisque il faut être clair, quand on aime à 14-15 ans, ça s'appelle un premier amour, à l'école ou en vacances, et puis on s'en souvient, mais on n'a pas l'intention de revoir cette personne. Et dans ce qui me concerne, c'était pas tout à fait vrai, parce que je passais très souvent dans la région, c'est-à-dire Chastres, c'est à côté de Gembloux, et j'allais régulièrement, je repassais devant l'école, je suis un nostalgique des lieux, moi. Oui, d'accord, oui. Et pourquoi t'es comme ça aussi? Je t'expliquerai. Alors donc voilà, et puis bon, un beau jour, je découvre, parce qu'on m'avait demandé de faire une biographie de ma vie. D'accord, oui. Comme tu as fait tout à l'heure, d'ailleurs. Mais là, au moins, toi, ça n'a duré que 3 minutes. Tandis que une biographie de ma vie, je me disais, je ne vais pas faire 300 pages sur ma vie, c'est pas possible. Et en cherchant, évidemment, parce qu'à 5 ans, tu n'as rien à raconter. À 7 ans, tu n'as pas encore grand-chose à raconter. Après, quand tu arrives à 14-15 ans, tu te dis, tiens, un premier amour à l'école. Et là, j'ai voulu raconter ça. Et j'ai cherché sur Internet qu'est-ce qu'elle est devenue. Et là, je découvre qu'elle est morte. Oui. C'est, tu me demandes, voilà, je souris moi j'ai pris du plaisir pour plusieurs raisons. Il y a déjà la famille en elle-même, enfant unique, ce genre de choses. Je me retrouve un petit peu là-dedans également, puisque jusqu'à présent je n'ai toujours pas de frère ni de sœur, donc voilà. Déclaré. Et alors c'est une forme d'éducation très particulière également, donc on en parle pas mal avec mon épouse également, car on vient tous les deux de milieux assez particuliers au niveau de l'éducation. Nous avons été agents de changement de notre éducation, donc ça demande pas mal d'énergie à la fois, pas mal de bonnes choses, mais également des remises en question et se démarquer tel qu'on est. Et puis le fait également de repasser devant les lieux où on a vécu, enfant, adolescent, les maisons, les endroits, les odeurs. Anne, qui devait être présente aujourd'hui, est une correctrice. Elle travaille pour des maisons d'édition et est absente aujourd'hui. Elle m'a dit, nom d'une pipe, dit-elle, oserais-je dire, notre ami Claude a une belle plume. Je dis, oui, effectivement, il a une très belle plume. Donc voilà, elle devait venir, mais elle a lu le livre également. Merci. Et je peux te mettre en contact avec elle, car c'est quelqu'un d'assez fantastique également au niveau de la lecture. Elle est correctrice donc pour des maisons d'édition, style Académie, etc. Oui. Elle a lu le bouquin et m'a dit vraiment il a une belle plume, une belle histoire. Donc voilà, je voulais aussi être un peu le passeur de témoins ou de ce qu'on veut entre mes chroniqueurs et moi-même. Mais je me suis retrouvé beaucoup dans ce livre, non pas dans la région de Charmes, je suis de oui, mais enfin qu'importe. Mais les odeurs, les saveurs, ma fille habitait près de la maison où j'ai vécu enfant, comme par hasard. Il y a comme ça des machins assez de destinée, on n'essaie pas de tout comprendre, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je me suis retrouvé beaucoup là-dedans. Et puis, des souvenirs d'enfance. Et ce qui est très curieux dans mon fonctionnement perso, c'est que je me souviens très facilement des noms et des prénoms des copains et des copines de l'école primaire. Beaucoup moins de l'école secondaire. Comme quoi, quelque part, ça a peut-être plus marqué. C'est assez curieux. Donc, voilà, ça m'a bien plu. Ouais, moi, j'en ai retrouvé, mais bon, malheureusement, on commence à être rare. Et oui, aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup d'entre nous qui ont disparu, vraiment disparu, qui sont décédés, donc ça c'est terrible. Mais j'ai un ami du côté de Gembloux qui organise régulièrement quand il n'y avait pas, avant la pandémie en tout cas, qui organisait régulièrement des petits dîners, etc. On se retrouvait à une dizaine, et on a encore je dis vieille, il va pas aimer, mais un vieil instit qui vit toujours et qui vient. Et qui est beaucoup plus vert que nous d'ailleurs, parce que oui, j'imagine. Une santé formidable.
Et lui, il nous a tous connus et C'est comique, magnifique, quoi. C'est magnifique. Et c'est marrant parce que j'ai noté 2-3 trucs, dont par exemple ceci, dans le bouquin, à un moment donné, tu es inscrit, j'écoutais la radio, les stations de RTL, d'Europe 1, surtout les fins d'après-midi pour saluer les copains, hein, Oui, tiens donc, et la RTB, qui n'était pas encore RTBF, et le soir où il diffusait des dramatiques, des pièces de théâtre, Oui. effectivement, parfois des soirées de musique classique, l'école était aussi le soir dans mon lit. Les fameuses soirées de musique classique et les pièces de théâtre. Ouais. Effectivement. Donc, souvenir, et comme c'est des images qui arrivent, c'est assez extraordinaire. Donc, moi, j'ai adoré le bouquin, et ça finit un petit peu triste, tout nettement, on va dire ça comme ça, mais l'histoire est très belle. En tout cas, je trouve qu'il y a une forme de véracité, de vérité dans ce bouquin que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai eu vraiment plaisir à le lire. Donc, voilà, je voulais simplement, voilà. C'est pas question de lancer des fleurs, mais quand un bouquin me plaît, j'ai envie de Moi, je voulais que ce lire. livre sorte pour lui rendre hommage parce que cette jeune demoiselle m'a mis le pied à l'étrier. Alors que mon père me frustrait, mon père me disait que j'avais aucun talent et que je devais écouter, me taire et que plus tard je parlerais. Elle me disait non, c'est très intéressant ce que tu écris, c'est très intéressant. Quand même curieux, l'éducation comme ça a changé, n'est-ce pas? Oui. Hein, oui. Et du coup, c'est magnifique parce que elle m'a donné la. Combien de fois j'ai pas pensé à elle quand je me trouvais devant une salle de 50 000 personnes, notamment à RTL, en disant en fait, si j'écoutais mon père, là, je me tais, je vais me cacher dans les coulisses. Mais je vais l'écouter elle et je vais parler. Et je ne dis pas que c'était très intéressant ce que je disais, mais j'avais au moins le courage de le faire. Voilà, de partager. Oui. Tu cites également certains profs comme M. Story, M. Paf, M. Oui, j'ai changé leur oui, nom. j'imagine bien. Mais bon, j'ai beaucoup aimé également. On parle des 60s également, qui ont une importance assez capitale, effectivement. Comment ne pas en parler? Et puis également, donc, premier poème à l'âge de 11 ans, faut-il le signaler également. Voilà. La mort de mon et alors, j'ai lu également qu'à partir entre 0 et 7 ans, c'était pas évident au niveau de la vie. Les premières années de ta vie ne furent pas évidentes non plus. Ben, j'étais très malade. Voilà. J'avais une. En fait, ça a été diagnostiqué par après, mais j'avais une maladie qui fait que je tombais dans les pommes tout le temps. Je ne pouvais pas manger comme les autres enfants. Alors, quand on voit les autres enfants qui mangent des frites ou qui mangent des sucreries, etc., moi, je ne pouvais pas. Donc oui, je me sentais un peu à part. Oui, c'est assez curieux ce parcours. Voilà, je ne vais pas étaler ma vie privée. Mes gamins, j'avais des problèmes aussi. Donc voilà, il y a comme ça, mais c'est assez curieux. À quelques années de différence, le parcours et puis les souvenirs et puis les odeurs et puis bon, c'est vrai que la fin n'est pas heureuse, mais en tout cas, le compte rendu, cette belle biographie de notre ami Claude, vraiment l'écolière, un beau bouquin à lire en tout cas. J'espère de tout cœur découvrir le suivant rapidement, jeune homme, et vous réinviter. Mais ce ne sera pas la suite de ça, parce que... Non, j'imagine bien, là c'est fini. C'est impossible. C'est terminé. La suite de l'écolière, c'est moi. c'est ce qu'elle a laissé. Alors, c'est pas tout à fait réussi, parce que j'ai quand même gâché beaucoup de choses qu'elle m'a appris. Mais en revanche, je suis très content que c'est pas évident, hein. Cet hommage-là soit... C'est pas évident, et puis je pense que le rôle de l'enfant unique, c'est un autre sujet, c'est pas évident non plus. Et puis tu es né, donc on va pas dire l'année, on va pas le dévoiler sur antenne, mais en tout cas l'éducation reçue à cette époque-là, mais il y a aussi cette coterie religieuse qui était terrifiante. Quand je réfléchis maintenant à voir la manipulation de l'esprit qu'ils ont réussi à faire, c'est pire que certaines autres dites sectes. Ils ne veulent pas qu'on les appelle sectes. Je veux bien, je m'en fous, parce que c'est une coterie pour moi de gens qui en plus ne sont pas, en tout cas ceux qui suivent cette religion, ne sont pas nécessairement des gens particulièrement intellectuellement valables. Ils ne sont pas valables du tout, puisqu'ils font abstraction de la pensée. L'étude de la pensée, c'est exclu. Il faut obéir. Mais en revanche, ceux qui dirigent tout ça depuis les États-Unis, il y a des têtes pensantes, hein, mais c'est une manipulation, une grande manipulation. Il y a aussi des phrases qui sont percutantes. Je vais encore lire un passage, si tu le permets. On est en page 26, pour ne pas la citer. Me revient cette évidence. Quand ai-je été jeté au plus proche de moi-même? Quand n'ai-je pas menti? Quand ai-je ressenti la vie à plein cœur? Point d'interrogation. C'est évident lors de rien. Lorsque ne passait que l'instant, alors que je n'étais pas en représentation, banni les 22 années perdues à tricher sur ma personnalité à la télévision, si certains instants sont inoubliables, les seules authentiques émotions viennent des coulisses et de la
la solitude que ce média révèle en nous. Que dire des comédies de mariage, d'enterrement, de fêtes de fin d'année, d'anniversaire, de folles escapades ou d'inutiles réunions ivres de bavardage. Que penser des soirées de soulographie, des incontournables barbecues, plus seuls que jamais, noyés par une foule vénérant une saucisse grillée, osons même évoquer ce métier rare et si désiré qui est de se psychanalyser par le texte d'un autre, être acteur, jouer la comédie, la belle affaire. Là aussi, puisque j'en ai fait partie, j'ai côtoyé des persuadés, hommes comme femmes, rarement persuasifs. Waouh, quand même, quoi. Ah ben, je sais, c'est... Quand même. Cela dit, je ne me fais pas de cadeaux non plus. Hein. Non, effectivement. Je n'ai pas coché ces moments-là, mais c'est pas faux. C'est un livre, il faut... Je suis face, on le sait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, face à une morte. Elle est morte. Oui, elle est décédée, oui. Donc, face à une morte, face à une tombe, je me dois de dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est vrai. Je ne peux pas mentir. On ne peut pas tricher. Même si je fais un roman, parce que, évidemment, je ne me souviens pas exactement des mots qui ont été utilisés par telle ou telle personne à tel moment. Donc, on romance un peu. Il faut quand même que les gens se sentent à l'aise dans ce récit. Ce n'est pas un document. Mais ça a tous les attributs d'un document. C'est un travail qui a été beaucoup plus journalistique qu'il n'a été littéraire. Mais c'est vrai que il y a des moments où je m'énerve un peu. Tu t'énerves sur toi-même, oui. Mais sur moi-même et sur d'autres personnes aussi. Ça, c'est... Je peux encore un extrait avant que le titre de 20 on arrive. C'est dans page 30. Si je dois sincèrement me remémorer le souvenir du plus bel instant de ma vie, ce n'était pas ma première déclaration, ni nos timides et malhabiles caresses, non plus nos premiers partages ou notre engagement, c'était notre regard. Si quelqu'un écrit à Claude, si c'est une femme, ce ne sont ni ma mère, ni la sarabande d'emmerdeuses qui lui ont emboîté le pas, mais une jeune écolière de 14 ans. On va lancer le tip-top de 20 heures, si vous le voulez bien, les amis. Passion FM, Il est 20h. Et bien voilà, donc merci. Joli quand même. Il y a des passages assez extraordinaires. J'en ai noté d'autres. Mais voilà. Donc je conseille vraiment ce livre, notre ami Claude Rappé, roman autobiographique, Le Écolière aux éditions Lilis, si je dis bien. Lilis Édition, oui. Lilis Édition. Et il se trouve facilement. Il suffit d'aller sur Internet. De toute façon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Avant, on allait chez son libraire. Bien sûr. On peut y toujours va aller, encore. aller chez son libraire. Mais de toute façon, si vous le commandez, vous tapez Lilis Édition, vous êtes ramené tout de suite sur le site. Et vous l'avez le lendemain dans votre boîte aux lettres. Exactement. Exactement. C'est comme ça maintenant. Exactement. Exactement, dites donc. Manu, aurais-tu par hasard aurais-tu des questions à poser à notre ami Claude? Première rencontre. J'ai surtout envie de le lire maintenant. Vous en prie. Donc je vais te le piquer avant de partir. Pardon? Je vais te le piquer avant de partir. Je vais le lire. Oui. Je le prête et non pas le donner. Je vais le lire. Alors, comment Claude a des très très beaux livres également qui sont toujours disponibles, j'imagine bien. Alors on trouve encore Cuba Libre. Oui. Ça c'est parce qu'il est on trouve encore La Prophétie, on trouve encore Mort imminente. Oui. Voilà. Ces deux-là, je les ai lus. La Prophétie et Mort imminente. Ce sont des briques, mais c'est différent. Ce sont des thrillers. Et alors, également, est-ce qu'on peut encore, est-ce que les livres, par exemple, Feu vert à Jacques Carreuil. On les trouve sur Amazon. Ok, Sandra Kim également, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Ça plane pour moi. Qui a été traduit en flamand d'ailleurs. Et puis un chouette bouquin aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est certainement très intéressant également, c'est Tsunami, 26 décembre 2004. Il existe encore. Il existe encore. Donc voilà, très très beau bouquin. Mais si on lit Claude Rappé, on n'est pas lassé par le bouquin. Moi, j'ai dévoré La Mort imminente et La Prophétie, et je dois dire que celui-ci aussi. Donc voilà. Au niveau des projets jeunes, où en sommes-nous? Donc il y a eu aussi des bouquins sur Salomon, sur Godefroy de Bouillon, évidemment. On le trouve encore, Godefroy de Bouillon. Ok. C'est L'Héritier maudit en 91. Et puis alors, citons également, parce qu'on ne lance pas des fleurs à notre ami Claude, mais malgré tout, ce bouquin a quand même reçu le prix littéraire du quartier latin. Également, finaliste au concours des lycéens en 92. Oui. N'est-ce pas? On était deux, en fait. On était deux finalistes. D'accord. Et vous ne fûtes pas gagnant? Je ne fus pas gagnant. D'accord. Peut-être un jour. Je ne fus pas gagnant, mais je me suis retrouvé quand même. Il y avait plus de 700 bouquins qui avaient été lus par tous les lycées de France. Et on est deux. Sortir des 700 bouquins, okay. C'est pas mal. Également, on va continuer les romans historiques. Il y a eu Salomon, le roi des femmes, en 95, traduction en grec et en espagnol. Best-seller en espagnol. Best-seller en espagnol. Dieu le veut, Albin Michel en 99, réédité. Samson et Dalila en 2001, La Prophétie, je le conseille. Mort imminent, je le conseille. Cuba Libre, je vais bien le recevoir également. Hein?
Tu l'as pas? Comment tu crois que je les ai tous? Ah bah oui. Ah ben... Ah bah tu fais partie des privilégiés. Ah ben je te remercie. Et puis auteur d'essais également sur les plus intrigantes femmes de la Bible, La boîte à Pandore en 2016. Alors co-auteur également et auteur de récits suivants, Le Tsunami, ça plane pour moi, donc en 2008 avec Lou de Prey, qui à mon avis ça a dû être très divertissant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé en Thaïlande. Oui. Et il m'a prêté une de ces villes-là et j'ai passé 2 mois. Quel beau métier qu'un écrivain. Au bord de la piscine. Dites donc alors. Avec les domestiques. Quel bonheur. Voilà. J'ai rien dit, hein. Non, mais non, moi non plus. Hein. Alors, feu vert à Jacques Carreuil. Alors, pour nos jeunes auditeurs, Jacques Carreuil. J'ai été aussi le faire en Thaïlande. Oui, ok, d'accord, ok. Bon, ça va. Sandra Kim, non, rien à voir, pas en Thaïlande. Non, c'est dommage d'ailleurs. Ouais, mais maintenant, s'il y a quelqu'un en Thaïlande qui veut que j'écrive son bouquin, j'y vais. Hein. Jacques Carreuil, on va un peu le resituer si tu veux. Mais on a connu Jacques Carreuil, on a connu Feu vert, on a connu donc toutes ces émissions à vos marques avec Robert Frère, si j'ai bonne mémoire. Ouais, je ne sais pas si c'était avec Robert Frère. Non, il a eu Feu vert avec Jacques Carreuil. Il a fait une émission. Voulez-vous jouer avec Albert de Guerre? Oui, mais plus tard, mais avant, nous étions gamins, on regardait Feu vert avec Jacques Carreuil. Oui. Et je crois. Oui, le papa de celui qui fait. Je devrais le savoir parce que j'ai écrit le bouquin. Mais oui, mais c'est ça, quoi. Oui, je ne l'ai pas sous les yeux. Comment il s'appelait, lui? André Rémy. Voilà. Ah. Hein, bon. Voilà. Jacques Carreuil, André Rémy. Et c'était un plaisir parce que quand il est venu pour parler de son bouquin en Belgique il y a quelques années, donc ils se sont revus. Et alors, comme par hasard, ça s'est passé place Flagey. Ah oui, tiens donc, comme quoi. C'était mignon comme tout. Oui. Jacques Carreuil, mon Dieu, toujours que de souvenirs. Et Feu vert avec à vos marques, des belles émissions. Puis alors, Sandra Kim, si j'avais su la boîte de Pandore en 2016. Et puis également, donc on a parlé de Tintin et également donc de rédacteur en chef de la revue Plaisir Magazine du Showbiz. Mais ça, on remonte à. Également, Citons en télévision tant qu'on y est, Croque Midi sur Télé Luxembourg, également Midi Minuit. Et donc avec Citons Thérèse Leduc, productrice, Jean Stock, voilà, Jacques Navadic, enfin bref, voilà, toute la belle époque, effectivement. Rappelons également les émissions avec Fabrice et tout ça. Donc voilà, ce sont quand même des Max Ménier. Fabrice qui est resté un ami voilà, ça, c'est à Lausanne. Voilà, donc des bien beaux souvenirs. Quels sont les projets, jeune homme, pour les semaines et mois à venir? Alors, tu reviens demain? Le confinement, non, oui, voilà. Tu reviens demain? Oui, avec un autre livre. Et je l'écrirai cette nuit. Hein, ça va, ok, mais oui. Non, mais en fait, c'est vrai que le confinement a fait que j'ai un petit peu pataugé. Je ne sais plus très bien ce qu'il fallait faire parce qu'on est quand même tellement dépendant de la promotion des livres à travers tous les salons, etc. Et puis comme il n'y a plus rien. Et puis j'ai décidé finalement d'écrire un livre sur la vie de Shakespeare. Et j'hésitais à le faire parce qu'il y a 40 ans, j'ai vu une voyante qui m'a dit vous allez devenir écrivain. Je n'étais pas encore écrivain à ce moment-là. Et elle dit le dernier livre que vous écrirez, c'est un livre sur Shakespeare. Le jour où vous l'écrirez, vous mourrez. C'est intéressant. Alors j'ai très peur de cette voyance, oui, évidemment. J'hésite. Mais je tiens à rassurer tout le monde, en tout cas ceux qui. Je vais bien, c'est ça? Non. ça c'est parce que je peux très bien aller et ne plus aller bien demain. Non, ce que je tiens à rassurer, c'est que je vais l'écrire lentement. D'accord. Le plus lentement possible. Je vais bien le travailler. Oui, et quand j'aurai décidé de l'éditer, ce sera un petit peu comme une euthanasie, quand je dirais bon, maintenant c'est fini. C'est bon. de ces scénarios en chantier, mais ça je ne vais pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de signé. Okay. J'ai aussi une écriture d'un film, mais qui est aussi un roman où j'ai déjà contacté Olga Kurlienko, l'actrice, très belle actrice ukrainienne, pour jouer le rôle. Donc il y a des choses, en chantier. Bien. Comment se procurer les bouquins via la maison d'édition? Oui, mais... Il suffit de taper Lilys Édition, Lilys Édition, sur Internet, et vous avez tout de suite le site avec le shop, le magasin. D'accord. Okay. Si ça ne vous va pas, vous pouvez passer par Amazon ou par d'autres distributeurs, serveurs, etc. Tout ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Bien. À la limite, même vous tapez mon nom sur Google et puis ça y est. Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais le E sur râpé est conservé, n'est-ce pas? Je pense que... ça dépend. Ça dépend. Moi, j'avais perdu l'accent, mais maintenant, je l'ai retrouvé. Tu as retrouvé l'accent? Oui, allez. Allez, un dernier mot avant de nous séparer en te remerciant énormément de ce moment toujours bien chaleureux et si intéressant. Et c'est toujours une heure passée rapidement. C'est bien dommage, on va faire un jour une émission ensemble de 19h à 23h. On va s'organiser.
Sérieux? Ça est sûr, hein, mon ami. Qu'est-ce que je vais devoir dire, moi, alors? Mais on va te rallonger à la maison, hein, on s'organisera. Bien, Manu, peut-être encore un petit mot par rapport à Claude ou bien... Oh, un tout grand merci. Une très belle découverte. Je me réjouis de le lire. Ah oui, bah... Voilà. Et puis, j'ai aussi envie de découvrir les romans historiques, moi, donc. Oui. Et j'attendrai très très longtemps pour Shakespeare, alors. Hein. oui, on va attendre. On va attendre. Hein. Je ne sais pas en quelle année je vais le sortir. Non, mais on a le temps. Oui, je c'est pense ça. qu'on a le temps. Mais est-ce qu'il faut croire tout ça? J'en sais rien. Je ne sais pas. Bien, Claude, un grand merci. Merci Écoute, à vous. Mais Merci. avec plaisir, c'est quand vous toujours voulez, très jeune sympa. homme. C'est toujours passionné. Eh bien, écoute, avec un grand plaisir. Et puis, lisez Les Colliers, les amis. C'est vraiment un très, très chouette bouquin, un roman autobiographie de notre ami Claude Rappé aux éditions Lilis Édition. Ou édition Lilis, c'est dans quel sens? Lilis Édition. Lilis Édition. Allez, gros bisous, à bien vite et Ciao. que tout se passe bien. Ciao, ciao.